Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous en commentaire depuis quel endroit vous nous regardez. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et bonne écoute. Chapitre 1, le marché. La façade de verre et d'acier du grand Metropolitan Hotel s'élançait vers un ciel urbain sans étoiles. Ses lumières dorées contrastaient crûment avec les ténèbres qui envahissaient le cœur de Safran. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son sac en cuir usé, sentant le poids des factures médicales peser comme du plomb contre sa hanche. À 32 ans, jamais elle n'aurait imaginé se retrouver dans une telle position. La porte à tambour chuchota sur son axe alors qu'un couple en émergeait, leur rire porté par la brise fraîche du soir. Safran les regarda s'éloigner, se demandant si elle rirait un jour de nouveau avec autant d'insouciance. Le message sur son téléphone brillait d'une lueur accusatrice, chambre 1542, 20h. Mademoiselle, vous entrez ? La voix du portier était douce, empreinte d'inquiétude. Il l'observait faire les 100 pas depuis 10 minutes. Safran carra les épaules, se forçant à sourire. Oui, merci. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre alors qu'elle traversait le hall, chaque pas résonnant dans son esprit comme un conte à rebours. Le trajet en ascenseur fut un flou de miroirs et de souvenirs. Le visage de sa mère lorsque le médecin avait annoncé le diagnostic, cancer du sein de stade 3, agressif, traitable, mais le temps pressait. Puis était venue la lettre de l'assurance, demande rejetée, conditions préexistantes, une technicité qui pourrait coûter la vie de sa mère. Alors qu'elle montait, un homme d'affaires d'âge mûr la rejoignit, son eau de colonne coûteuse remplissant l'espace exigu. Safran hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Elle regarda les chiffres grimper. 12, 13, 14. L'homme descendit au 14e étage, la laissant seule avec ses pensées pour l'ascension finale. Elle avait entendu parler de Marcus par Léna, sa collègue du cabinet de graphisme. Il est différent, avait insisté Léna. Il aide les gens, Saf. Sans condition. Enfin. Presque. Le regard lourd de sens de son ami avait dit tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. L'ascenseur tinta, 15e étage. Les pas de Safran furent étouffés par l'épaisse moquette alors qu'elle avançait dans le couloir. 1538, 1540, 1542. Ses phalanges effleurèrent à peine la porte que celle-ci s'ouvrit. Marcus était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, la quarantaine, avec des yeux bienveillants qui se plissaient au coin lorsqu'il souriait. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, mais sa cravate était desserrée, son col déboutonné. Humain. Accessible. Mademoiselle Harper, dit-il doucement. Entrez, je vous en prie. La suite était élégante mais sobre, un salon avec des canapés crème, des baies vitrées donnant sur les lumières de la ville, une porte fermée menant vraisemblablement à la chambre. Une bouteille de vin trônait, non ouverte, sur la table basse. Voulez-vous boire quelque chose ? Il désigna le vin. Non, merci. Sa voix sortit plus assurée qu'elle ne se sentait. Monsieur Thornton ? Marcus, s'il vous plaît. Marcus ? Elle prit une profonde inspiration. Je vous remercie de me recevoir. Je crois comprendre que vous aidez parfois des personnes dans des situations difficiles. Il s'assit, l'invitant à faire de même. Parlez-moi de votre mère, Safran. La préoccupation sincère dans sa voix faillit la briser. Elle sortit les documents médicaux d'une main tremblante. Le cancer a été pris assez tôt. Le traitement pourrait la sauver, mais l'assurance. Sa voix se brisa. Ils disent que ce n'est pas couvert. Le traitement coûte 150 000 $. J'ai vendu ma voiture, vidé mes économies, mais ce n'est pas assez. Je ne demande pas la charité, monsieur Thornton. Je rembourserai chaque centime. J'ai juste besoin de temps. Il termina doucement sa phrase, vous avez besoin de temps, et votre mère a besoin de soins maintenant. Safran hocha la tête, refoulant ses larmes. Marcus se leva et marcha vers la fenêtre. La ville s'étendait sous eux, un labyrinthe d'ombre et de lumière. J'ai perdu ma propre mère d'un cancer il y a 5 ans, dit-il calmement. Les meilleurs soins que l'argent pouvait acheter n'ont pas suffi à la sauver, mais votre mère a une chance. Il se tourna vers elle, son expression illisible. Je vais vous aider, Safran. Aucun remboursement n'est nécessaire. Un soulagement l'envahit, immédiatement suivi par la suspicion. Pourquoi ? Parce que je le peux.
Il s'approcha et elle perçut le parfum léger de son eau de Cologne. Mais vous savez qu'il y a une condition. Une nuit. L'accord tacit planait dans l'air entre eux. Safran se leva, ses jambes étonnamment stables. Je n'ai jamais. Nous ne sommes obligés de rien faire qui vous mettrait mal à l'aise, l'assura Théil. Vous pouvez franchir cette porte dès maintenant, sans aucun jugement. Elle pensa à sa mère, toujours si forte, maintenant frêle dans son lit d'hôpital. Elle pensa à la façon dont elle essayait encore de sourire malgré la douleur, s'inquiétant plus pour Safran que pour elle-même. Une nuit pour sauver la vie de sa mère, était-ce vraiment un prix si élevé? Je reste, chuchota Théil. La main de Marcus fut chaude lorsqu'il caressa sa joue. Êtes-vous sûr? Les lumières de la ville se brouillèrent alors que les larmes emplissaient ses yeux. Oui. Son baiser fut doux, presque révérencieux. Safran ferma les yeux, se répétant que ce n'était qu'une nuit, juste un moyen d'arriver à ses fins. Mais lorsque ses bras l'enveloppèrent, lorsqu'il chuchota doucement contre sa peau, elle sentit quelque chose d'inattendu s'éveiller dans son cœur. Juste une nuit, se dit-elle encore alors qu'il la guidait vers la chambre. Une nuit pour sauver sa mère. Elle ne pouvait pas savoir, alors, comment cette unique nuit changerait tout. Elle ne pouvait pas savoir que 9 mois plus tard, elle tiendrait une part de cette nuit dans ses bras, avec le sourire en coin de Marcus et son propre esprit déterminé. Elle ne pouvait pas savoir que ce choix désespéré déclencherait une chaîne d'événements menant à une famille improbable, liée par l'amour, le sacrifice et la rédemption. Mais pour l'instant, il n'y avait que ce moment. Ce choix. Cette nuit qui résonnerait à travers les années à venir. Chapitre 2, les conséquences. Les nausées matinales frappèrent Safran telle une vague déferlante, la précipitant vers la salle de bain de son petit appartement pour la 3e fois cette semaine. Agenouillée sur le carrelage froid, ses cheveux bruns tombant autour de son visage, la réalité qu'elle tentait de nier ne pouvait plus être ignorée. Ça ne peut pas arriver, murmura-t-elle à son reflet dans le miroir, ses mains tremblantes posées sur son ventre encore plat. 2 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit au Grand Metropolitan Hotel. 2 mois depuis que Marcus avait changé sa vie de plus de façon qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La voix de sa mère lui parvint du salon, plus forte maintenant après 6 semaines de traitement. Safi, tout va bien ma chérie? Ça va, maman, répondit-elle en se rinçant rapidement la bouche. Juste un virus à l'estomac. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Plus tard dans l'après-midi, Safran était assise dans sa voiture devant la pharmacie, fixant le test de grossesse qu'elle venait d'acheter. Son téléphone vibra, un autre message de Marcus. Il prenait régulièrement des nouvelles, s'assurant que les traitements de sa mère progressaient bien, demandant si elles avaient besoin d'autre chose. Sa gentillesse ne rendait les choses que plus difficiles. 2 heures plus tôt, le docteur Reynolds rayonnait. Les derniers résultats de votre mère sont très encourageants. Le traitement fonctionne exactement comme nous l'espérions. C'est remarquable à quel point nous avons pu commencer vite, compte tenu de la situation de l'assurance. Safran avait esquissé un faible sourire, se souvenant du lendemain de sa nuit avec Marcus. Il avait déjà tout arrangé, les problèmes d'assurance s'étaient mystérieusement volatilisés, les meilleurs oncologues étaient soudainement disponibles, et un don anonyme substantiel était apparu sur le compte médical de sa mère. Maintenant, assise dans sa voiture, Safran se força à faire le test. Les 3 minutes les plus longues de sa vie s'écoulèrent. Lorsque 2 traits nets apparurent, le monde sembla basculer sur son axe. Enceinte. Murmura-t-elle, le mot flottant dans l'air comme un nuage d'orage. Ce soir-là, après s'être assuré que sa mère était confortablement installée, Safran se retira dans son minuscule bureau. Son travail de graphisme était étalé sur le bureau. L'écran de son ordinateur brillait d'un email inachevé pour Marcus. Cher Marcus. Le curseur clignotait, accusateur. Comment pouvait-elle lui dire? Le souvenir de leur nuit refit surface, sa douceur, la façon dont il l'avait tenue, comme si elle était précieuse, et pas seulement une transaction. Le lendemain matin, il lui avait remis un chèque qui l'avait fait halter. C'est trop, avait-elle protesté. Ce n'est pas de la charité, avait-il dit fermement. C'est la chose juste à faire. Maintenant, Safran effaçait le brouillon. Sa main glissa de nouveau vers son ventre. Je ne peux pas lui dire, murmura-t-elle. Il a déjà tant fait. Les jours suivants passèrent dans un flou de décisions et de préparatifs. Elle rechercha des vitamines prénatales et pleura pour s'endormir plus d'une fois.
Chaque texto de Marcus était comme un couteau remué dans la plaie. Une semaine plus tard. Tu déménages? La voix de Léna se brisa au téléphone. Saf, tu ne peux pas juste partir. Et le traitement de ta mère? Les médecins disent qu'elle peut continuer dans le nouvel établissement, expliqua Safran en remplissant des cartons. J'ai déjà tout arrangé. L'air est meilleur à la campagne et la vie moins chère. Est-ce à cause de Marcus? Demanda doucement Léna. Il demande de tes nouvelles, tu sais, aux événements caritatifs. La main de Safran se figea sur une photo encadrée de sa mère. C'est mieux ainsi. Il a fait plus qu'assez pour nous. Je ne peux pas demander plus. Il voudrait savoir. Le voudrait-il? Le défia Safran. Un bébé ne faisait pas partie du marché, Léna, et je refuse d'être vue comme celle qui essaie de piéger un homme riche. Mon enfant mérite mieux que cette histoire. Au cours des semaines suivantes, Safran orchestra leur départ. Elle trouva une petite maison dans une ville tranquille à 3 heures de là. Sa mère, toujours en convalescence mais gagnant en force chaque jour, l'observait avec des yeux qui en savaient long. Un soir, alors qu'elle regardait le soleil se coucher sur la ville pour la dernière fois, elle parla enfin. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» La tasse de Safran cliqueta contre sa soucoupe. « Comment ? Je suis ta mère, ma chérie. » Elle prit la main de Safran. « Et je sais à quoi ressemble le sacrifice. Je l'ai vu le jour où ton père est mort, quand tu as abandonné tes rêves d'école d'art pour prendre soin de moi. Je le vois maintenant. Maman, Quoi que tu aies fait pour obtenir mon traitement, ne pense pas que je n'ai pas deviné. C'était ton choix. Et ce bébé, c'est ton choix aussi. Nous nous débrouillerons. Ensemble. » Le camion de déménagement arriva tôt le samedi matin. Alors que Safran regardait les déménageurs charger leurs affaires, une voiture noire élégante se rangea le long du trottoir. Son cœur s'arrêta. Elle ressemblait à celle de Marcus. Mais elle passa son chemin, et Safran respira de nouveau. Dans l'appartement vide, Safran pensa à Marcus, à sa gentillesse, à la vie grandissant en elle qui était moitié la sienne. Un instant, elle s'imagina lui dire, voir son visage s'illuminer. Mais elle se souvint des murmures, des regards de certains après cette nuit-là, comme si elle n'était qu'une profiteuse. Elle pensa à son enfant grandissant dans l'ombre de ces rumeurs. Non, dit-elle fermement. Nous tracerons notre propre chemin. Alors qu'elle quittait la ville, Safran jeta un dernier coup d'œil au grand Metropolitan Hotel dans son rétroviseur. Sa main se posa sur son ventre. C'est juste toi et moi, mon tout petit, chuchota TL. Enfin, toi, moi et grand-mère. On va s'en sortir. Elle ne savait pas alors que dans 9 mois, elle tiendrait un magnifique garçon au sourire en coin. Elle ne savait pas que dans 10 ans, le destin bouclerait la boucle à travers une exposition d'art d'enfant. Mais elle savait, avec la même certitude qui l'avait poussée à sauver sa mère, qu'elle faisait le bon choix. Chapitre 3, une nouvelle vie. Poussée, Safran, encore une fois. La voix de la sage-femme semblait venir de très loin. Avec un dernier effort immense et un cri qui sembla résonner dans toute la salle d'accouchement, Ezra Harper entra dans le monde. Le premier vagissement de son fils transperça l'épuisement de Safran tel un rayon de soleil traversant les nuages d'orage. Il est parfait, annonça l'infirmière en posant le petit paquet gigotant sur la poitrine de Safran. 3,3 kg. Safran baissa les yeux vers le visage de son fils, et son souffle se coupa. Là, dans la courbe de sa petite bouche, se trouvait le sourire en coin inimitable de Marcus. Sa mère, qui lui tenait la main, le remarqua aussi. « Il est magnifique, sa fille, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Juste magnifique. » Plus tard cette nuit-là, Safran traça les traits de son bébé du bout du doigt. Son nez à elle, le menton de Marcus. « Bonjour, petit Ezra, chuchota TL. Je suis ta maman, et je te promets ceci, tu ne douteras jamais que tu es aimé. » 1 an plus tard, le soleil matinal inondait leur petite maison. Safran tenait Ezra sur sa hanche, essayant de lui donner son petit déjeuner tout en répondant à des emails. « Allez mon chéri, encore quelques bouchées pour maman. » Le rire d'Ezra, tellement semblable à celui de son père, lui tordit le cœur. Parfois, quand Ezra souriait de cette façon, Safran se surprenait à effleurer le vieux numéro de Marcus sur son téléphone, qu'elle n'avait jamais pu se résoudre à effacer. 3 ans plus tard. « Maman, regarde.
La voix excitée d'Ezra résonna dans le salon converti en atelier d'art. Il tenait une peinture au doigt, des couleurs tourbillonnant en un motif surprenant. C'est un dragon, déclara-t-il fièrement. Mais un gentil. Il protège les gens. Elle sourit, se rappelant que Marcus avait un jour mentionné son amour pour les histoires fantastiques. Certaines choses, semblait-il, se transmettaient par le sang. 5 ans plus tard. Maman? La voix d'Ezra était sérieuse. Joey à l'école dit que tout le monde a un papa. Il est tout, mon papa? La question qu'elle redoutait tant. Saffron s'assit près de lui. Ton papa est quelqu'un qui a aidé maman et grand-mère quand nous en avions vraiment besoin. C'est un homme gentil qui fait de bonnes choses. Mais pourquoi il n'est pas là? Parfois, commença TL prudemment, les adultes font des choix qu'ils pensent être les meilleurs pour tout le monde. J'ai choisi de venir ici pour te donner une vie paisible remplie d'art et d'amour. Est-ce qu'il sait pour moi? Non, mon cœur, mais ce n'est pas à cause de toi. C'est parce que maman voulait faire son propre chemin, pour te montrer qu'on peut être fort tout seul. 7 ans plus tard, le talent artistique d'Ezra s'épanouissait. Saffron avait transformé le garage en un véritable studio. Il a un vrai don, lui avait dit son professeur d'art. La façon dont il voit le monde est extraordinaire. 9 ans plus tard. Maman, ils veulent mettre mes peintures dans l'exposition de l'école. Ezra fit irruption, ses cheveux bruns tombant sur ses yeux exactement comme ceux de Marcus autrefois. C'est merveilleux, mon chéri. Lesquels? Toute la série. Celle sur les rêves et la protection. Ce soir-là, Saffron regarda les peintures qui seraient exposées. Elles étaient remarquables. Une notification apparut sur son téléphone, un blog d'art local parlait de l'exposition à venir. La peur lui serra le cœur. Et si Marcus le voyait? Mais en regardant le travail d'Ezra, elle sut qu'elle ne pouvait pas le retenir par peur. Ton art mérite d'être vu, murmura-t-elle. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Elle ne pouvait savoir que le destin était déjà en marche. Que dans quelques semaines, Marcus se tiendrait devant l'une de ses peintures, la reconnaissance naissant dans ses yeux. Chapitre 4, la rencontre fortuite. Marcus ajusta sa cravate en marchant dans les couloirs décorés de l'école primaire. À 43 ans, il avait toujours fière allure, bien que la dernière décennie ait laissé de subtiles marques. Monsieur Thornton, nous sommes honorés, s'extasia le principal Carter. Le soutien de votre fondation est inestimable. Marcus hocha poliment la tête, mais son esprit vagabondait. Une agitation inexplicable le rongeait toute la journée. Peut-être pourrions-nous commencer par la section de nos élèves les plus prometteurs? Suggéra le principal. Mais Marcus s'était déjà éloigné, attiré par une collection de peintures dans un coin reculé. La première œuvre lui coupa le souffle. C'était une aquarelle d'un dragon, mais qui, au lieu de cracher du feu, semblait souffler de la lumière. Une lumière chaude, protectrice. La technique était remarquable, mais c'était autre chose qui le fascinait. La façon dont la lumière était rendue lui rappelait quelqu'un. Des conversations calmes dans une chambre d'hôtel, il y a 10 ans. Une pièce extraordinaire, n'est-ce pas? Un professeur d'art apparut à ses côtés. Il appelle cette série les gardiens des rêves. Marcus passa au tableau suivant, son cœur battant plus vite. Celui-ci montrait un garçon assis à une fenêtre. Le reflet du garçon était visible dans la vitre. Le monde de Marcus bascula. Ce sourire. Son sourire. Le même sourire en coin. Et là, sur la joue, une fossette. La sienne. D'une main tremblante, Marcus se pencha pour lire le cartel. Le guetteur de dragons. Artiste, Ezra Harper. Âge, 9 ans. Harper. Le nom de famille le percuta de plein fouet. Saffron Harper. 9 ans. Les calculs mentaux s'emballèrent. Le timing correspondait parfaitement. Trop parfaitement. Voudriez-vous rencontrer l'artiste? Demanda le professeur. Il est ici avec sa mère. Ezra a parlé d'une glace promise après l'expo. Les jambes de Marcus le portèrent à travers la foule avant même qu'il ne décide de bouger. Et là, ils étaient. Saffron était exactement comme dans ses souvenirs, pourtant plus belle encore. Elle était accroupie, essuyant une trace de glace sur le menton d'un jeune garçon. « Maman, je suis plus un bébé » protesta le garçon en riant. « Ah vraiment ?
taquina Safran. C'est pour ça que tu as encore du chocolat sur le nez? Le garçon, Ezra, plissa le nez dans un geste si familier que Marcus dut s'agripper à une table. Prenant une profonde inspiration, il s'avança. C'est une magnifique série de peintures, dit-il, sa voix portant clairement. Safran se figea. Elle se leva lentement, se retournant pour lui faire face, les yeux écarquillés. Celle du dragon est ma préférée, continua Marcus, les yeux rivés sur Ezra. J'adorais les dragons à ton âge. Je les aime toujours, en fait. Vraiment? S'illumina Ezra. Maman dit que c'est pour de faux, mais moi je pense qu'ils sont peut-être réels, juste invisibles. Quelle perspective intéressante, dit Marcus, luttant pour garder une voix stable. Quel âge as-tu, jeune homme? 9 ans. Presque 10 dans 3 mois. 9 ans et 9 mois depuis cette nuit au grand métropolitain. Les mathématiques étaient indéniables. Tu as un talent extraordinaire. Il se tourna vers Safran, dont le visage était devenu livide. Mademoiselle Harper, pourrais-je vous dire un mot? Ezra, mon cœur, dit Safran d'une voix remarquablement contrôlée. Peux-tu aller montrer ton dragon à grand-mère? Mais maman. S'il te plaît, chérie. Ils regardèrent Ezra s'éloigner vers une femme âgée qui ne pouvait être que la mère de Safran. Une fois seul, Safran parla la première. Marcus, Est-ce qu'il est de moi? Les mots sortirent plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Les larmes montèrent aux yeux de Safran. Oui. Un mot. 3 lettres. Une décennie de secrets dévoilés. Pourquoi? Ce mot contenait 10 ans de perte. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Les factures, les traitements. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'on pense que j'essayais de vous piéger. Me piéger? Le rire de Marcus sonna creux. J'ai passé 10 ans à me demander pourquoi vous aviez disparu. J'ai essayé de vous retrouver. Je devais le protéger, chuchota-t-elle. Des murmures, du jugement. Du poids d'être le fils illégitime de Marcus Thornton. C'est mon fils. J'avais le droit de le connaître. Oui, admit Safran, une larme moulant sur sa joue. C'est vrai. Mais j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi de lui donner une vie normale. Sans père. Sans père. Répéta Marcus, la voix rauque. À travers la pièce, Ezra gesticulait devant sa grand-mère. Marcus sentit la perte de chaque moment manqué comme une douleur physique. Il est incroyable, dit-il doucement. Il tient ça de nous deux, répondit Safran. Je veux le connaître, Safran. Je veux faire partie de sa vie. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est, l'interrompit-il. C'est mon fils. Rien d'autre ne compte. Avant que Safran ne puisse répondre, Ezra revint en bondissant. Maman, grand-mère dit que mes dragons sont les meilleurs. Marcus regarda le visage de Safran se transformer d'amour pour leur fils, et fit un serment silencieux. Il connaîtrait ce garçon. Il rattraperait le temps perdu. Marcus croisa le regard de Safran. Le message était clair, ce n'est pas fini. Chapitre 5, la question. Le gymnase semblait rétrécir autour d'eux. J'ai utilisé différentes nuances de bleu pour les écailles, expliquait Ezra. Tu vois comment elles attrapent la lumière? Maman m'a appris. La gorge de Marcus se serra. Même l'attention passionnée du garçon pour les détails reflétait la sienne. C'est remarquable, réussit-il à dire. Tu dois beaucoup t'entraîner. Tous les jours. Maman dit que l'art, c'est comme respirer. Safran retint son souffle à côté d'eux. Ta mère est très sage, dit doucement Marcus. Quel âge as-tu, jeune homme? La question flottait dans l'air, bien qu'il connût déjà la réponse. 9 ans, répondit fièrement Ezra. Mais j'aurai 10 ans dans 3 mois. 9 ans et 3 mois. Le calcul brûlait l'esprit de Marcus. C'est un âge merveilleux. Assez vieux pour créer un art si beau, mais assez jeune pour croire aux dragons. Tu aimes les dragons aussi? J'adore les dragons. Quand j'avais ton âge, j'imaginais qu'ils volaient entre les immeubles pour protéger les gens. Maman, s'exclama Ezra. Il comprend pour les dragons protecteurs. Safran croisa le regard de Marcus. Ezra, mon chéri, il se fait tard. Ta mère a raison, l'interrompit Marcus, bien que tout son être hurlât le contraire.
L'école est importante. Alors que Saphron pressait Ezra vers la sortie, Marcus lui saisit doucement le bras. Nous devons parler, chuchota Théil. Demain. Elle hésita, puis griffonna son numéro sur un programme. Marcus les regarda partir, puis tapa le numéro avec des doigts tremblants et envoya un seul message, « Il a mon sourire ». La réponse arriva quelques secondes plus tard, « Je sais ». Cette nuit-là, Marcus, homme d'affaires prospère, philanthrope et père fraîchement découvert, fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il prit un stylo et commença à dessiner un dragon. Le lendemain matin, il appela Saphron. « Je veux tout savoir », dit-il sans préambule. « Chaque détail. Chaque raison pour laquelle je ne rencontre mon fils que maintenant. »« Viens à la maison, » dit-elle calmement. « Ezra sera à l'école. » Chapitre 6, Confrontation. La voiture de luxe de Marcus se gara devant la maison modeste mais bien entretenue de Saphron. Un vélo d'enfant gisait sur le côté près du porche. La vue de ce vélo faillit le briser. Saphron ouvrit la porte. « Entre. » La maison était remplie d'art et de lumière. La présence d'Ezra était partout. « Je viens de l'envoyer à l'école, » expliqua Saphron. « Il parlait de toi tout le matin. De l'homme qui comprend les dragons. » La mâchoire de Marcus se contracta. « A-t-il la moindre idée de qui je suis vraiment ? » Non. Pourquoi ? La question explosa. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? J'avais le droit de savoir que mon fils existait. Tu as été gentil avec une femme désespérée. Je refusais de profiter de cette gentillesse. Profiter ? Marcus rit amèrement. Est-ce vraiment ce que tu penses ? J'ai passé des mois à te chercher. Le traitement fonctionnait. Je ne pouvais pas supporter l'idée que l'on pense que j'essayais de te piéger. Alors tu as décidé de me punir ? De me priver de mon propre enfant ? Te punir ? Saphron se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Essaie d'être la femme qui a dû faire un choix impossible pour sauver sa mère. Essaie de porter ce poids, cette honte murmurée. Quelle honte ? J'aurais pris soin de vous deux. Exactement. Le grand Marcus Thornton venant au secours de la pauvre fille qui s'est fait mettre enceinte. As-tu une idée de ce que cela aurait fait à Ezra ? Grandir comme le fils illégitime d'un homme riche qui a payé sa mère ? Marcus recula comme s'il avait été giflé. C'est vraiment ce que tu penses de moi ? Après tout ça ? Non, chuchota Théil en s'affaissant. Non. Tu étais gentil, Marcus. Si gentil. Mais la gentillesse ne suffit pas toujours. Il s'approcha, sa voix intense. Montre-moi sa vie. Tout ce que j'ai manqué. S'il te plaît. Saphron hésita, puis le guida dans le couloir bordé d'œuvres encadrées. La progression d'Ezra, des gribouillages d'enfants aux pièces sophistiquées. Ils finirent dans le studio garage d'Ezra. Une odeur familière de peinture et de créativité ramena Marcus à cette nuit, des années plus tôt, quand Saphron lui avait parlé avec tant de passion de ses propres rêves d'artiste. Il est incroyable, dit doucement Marcus en passant ses doigts sur une toile inachevée. Tout comme sa mère. Il a ta détermination, répondit Saphron. Quand il a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Pourquoi maintenant ? Marcus se tourna vers elle. Tu devais bien savoir que cela pourrait arriver, que je pourrais le voir quelque part, me reconnaître en lui. Je le savais. Elle se laissa tomber sur un tabouret maculé de peinture. Mais à ce moment-là, nous avions construit une vie, une belle vie. Je me disais que si cela devait arriver, cela arriverait. Que le destin déciderait. Le destin. Son rire fut âpre. Le destin n'a rien décidé, Saphron. C'est toi qui as décidé. Tu as choisi de me cacher mon fils pendant 9 ans. Pour le protéger de quoi ? D'un père qui aurait remué ciel et terre pour faire partie de sa vie ? D'avoir toutes les opportunités, tous les avantages ? D'être un scandale, sa voix se brisa. D'être l'objet de chuchotements, d'être montré du doigt, jugé, avant même de pouvoir comprendre pourquoi. De voir toute son identité liée au fait d'être l'enfant secret de Marcus Thornton, au lieu d'être simplement Ezra, mon garçon magnifique et talentueux qui croit au dragon et peint la lumière au lieu du feu. La colère de Marcus retomba légèrement alors qu'il regardait de nouveau autour de l'atelier, voyant les preuves d'une enfance remplie d'amour et de créativité. Tu as fait un travail formidable avec lui, admit-il calmement.
Mais cela ne change rien au fait que j'ai tout raté. Ses premiers mots, ses premiers pas, son premier dessin. Je ne pourrai jamais rattraper ces moments. Je sais. Des larmes glissèrent sur les joues de Safran. Et une partie de moi le regrettera toujours. Mais j'ai dû choisir entre protéger mon enfant et tout le reste. Et maintenant? La voix de Marcus était rauque d'émotion. Quel choix vas-tu faire maintenant que je sais? Avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Maman, j'ai oublié mes devoirs de maths. Ils se figèrent, se dévisageant avec panique. Les pas d'Ezra approchaient de l'atelier. Maman, est-ce que tu es dans le... Il s'arrêta sur le seuil, les yeux écarquillés. Monsieur Dragon, vous êtes là. La joie dans sa voix, l'innocence pure de sa surprise, les frappa tous les deux comme un coup de poing. Voici leur fils, se tenant sans le savoir entre ses parents pour la première fois de sa vie. J'admirais juste ton atelier, parvint à dire Marcus, le cœur battant à tout rompre. Ta mère a eu la gentillesse de me montrer ton travail. C'est vrai? Ezra bondit à l'intérieur, rayonnant d'excitation. Vous voulez voir mon nouveau dragon? Je l'ai commencé ce matin avant l'école. Maman, je peux sauter les maths juste pour cette fois, s'il te plaît? Safran essuya rapidement ses larmes, forçant un sourire. Bien essayé, jeune homme, mais tu connais la règle. L'école d'abord, l'art ensuite. Mais maman. Ta mère a raison, dit Marcus, bien que chaque fibre de son être voulût dire oui, pour passer chaque instant possible avec son fils. L'instruction est importante, même pour les artistes. Les épaules d'Ezra s'affaissèrent légèrement. D'accord, mais est-ce que vous reviendrez voir le dragon fini? Marcus regarda Safran, la question claire dans ses yeux. Elle fit un signe de tête minuscule, presque imperceptible. J'aimerais beaucoup, dit-il doucement. Si ta mère est d'accord. Ouais. Ezra leva le poing en l'air. Maman, où sont mes devoirs de maths? Sur la table de la cuisine, là où tu les as laissés, répondit Safran, la voix remarquablement stable. Ils regardèrent Ezra courir vers la maison, ses pas résonnant dans leur silence. Il faut qu'on lui dise, dit Marcus calmement, une fois leur fils hors de portée de voix. Il mérite de connaître la vérité. Je sais. La voix de Safran n'était qu'un murmure. Mais nous devons le faire correctement. Il est sensible, Marcus. Les âmes créatives ressentent les choses profondément, tout comme sa mère. Les mots sortirent plus doux qu'ils ne l'avaient voulu. Leurs regards se croisèrent, une décennie de non-dits passant entre eux en cet instant. Il n'était plus la femme désespérée et son généreux bienfaiteur, plus la mère secrète et le père trompé. Ils étaient simplement deux personnes qui avaient créé quelque chose d'extraordinaire ensemble. Un garçon qui peignait des dragons et croyait en la magie. On va trouver une solution, dit finalement Marcus. Pour le bien d'Ezra, nous le devons. Safran hocha la tête, essuyant de nouvelles larmes. Oui, pour Ezra. Comme sur un signal, la voix de leur fils leur parvint depuis la maison. Trouvé. Salut maman. Au revoir, monsieur Dragon. La porte d'entrée claqua, et ils se retrouvèrent à nouveau seuls avec leurs secrets, leurs regrets et le poids des décisions à venir. Le soleil du matin continuait d'inonder l'atelier, illuminant le dragon inachevé sur le chevalet d'Ezra. Une créature d'ombre et de lumière, tout comme la vérité qu'ils allaient bientôt devoir révéler. Bataille juridique. Le cabinet d'avocats Morrison et associés occupait tout le 42e étage d'une tour étincelante du centre-ville. Safran était assise, rigide, dans le fauteuil en cuir de la salle de conférence, les mains serrées sur ses genoux, alors qu'elle relisait la requête de garde de Marcus pour la 3e fois. Il demande la garde partagée, expliqua doucement son avocate, Maria Santos. 3 jours par semaine, alternance pour les vacances, droit de décision partagé pour l'éducation et les soins médicaux. Il ne peut pas juste débarquer après 9 ans et exiger la moitié de la vie de mon fils. La voix de Safran tremblait d'une émotion à peine contenue. Ezra le connaît à peine. Le tribunal prendra cela en considération, l'assura Maria. Mais monsieur Thornton a des ressources, Safran, des ressources considérables, et il a déjà demandé un test ADN en procédure accélérée. À l'autre bout de la ville, dans un immeuble de bureaux tout aussi imposant, Marcus avait sa propre consultation juridique. Elle vous a délibérément caché votre enfant pendant 9 ans, déclara fermement Jonathan Blake, son avocat en droit de la famille. C'est de l'aliénation parentale,
nous pouvons utiliser ça. Marcus regardait par les baies vitrées, se remémorant le visage excité d'Ezra dans son atelier. Je ne veux pas la détruire, Jonathan. Je veux juste faire partie de la vie de mon fils. Alors elle aurait dû y penser avant de disparaître avec votre enfant, répondit Jonathan en brassant des papiers. Les résultats ADN sont arrivés ce matin. Probabilité de paternité de 99,99%. Avec cela et vos moyens financiers, nous pouvons faire pression pour une garde temporaire immédiate pendant que nous nous battons pour des arrangements permanents. La première audience fut fixée un mercredi matin. Ezra était à l'école, heureusement inconscient que ses parents se battaient pour lui dans une salle d'audience stérile du centre-ville. Votre honneur, plaida habilement Jonathan Blake, mon client s'est vu refuser son droit fondamental d'être parent. Madame Harper a décidé unilatéralement de priver le père et le fils de leur relation. Nous demandons à la Cour de remédier immédiatement à cette injustice. Maria Santos se leva, la voix assurée. Madame Harper a pris ses décisions pour protéger son enfant du scandale et de la stigmatisation sociale. Elle a créé un environnement stable et nourrissant où Ezra s'est épanoui. Perturber cet environnement maintenant serait préjudiciable à son bien-être. La juge, une femme au visage sévère d'une soixantaine d'années, les regarda tour à tour. Est-ce que quelqu'un a pris la peine de demander ce que veut Ezra? La question pesa lourdement dans l'air. Ce soir-là, Safran trouva Ezra dans son atelier, travaillant sur sa dernière peinture de dragon. Les couleurs étaient plus sombres que d'habitude, chargées d'ombre. C'est différent de ton style habituel, mon chéri, observa-t-elle prudemment. Le pinceau d'Ezra s'immobilisa. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Les dragons ne protégeaient plus personne. Ils se battaient entre eux. Le cœur de Safran se serra. Même dans son art, son fils captait la tension qui l'entourait. Maman, sa voix était toute petite. Pourquoi Monsieur Dragon continue de venir à la maison quand je suis à l'école? La question qu'elle redoutait tant. Ezra, Joey à l'école dit qu'il a vu sa photo dans un magazine. Il dit qu'il est très riche et important. C'est pour ça qu'il s'intéresse à mes dessins? Parce qu'il a pitié de nous? Non, mon bébé. Safran s'agenouilla près de lui, le cœur brisé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Avant qu'elle ne puisse continuer, son téléphone vibra. Un autre email de son avocat. Le tribunal avait accordé à Marcus des droits de visite temporaire pendant que l'affaire suivait son cours. Les semaines suivantes devinrent un flou de documents juridiques, de comparution au tribunal et de la vision de l'esprit lumineux d'Ezra s'éteignant peu à peu. Les médias avaient eu vent de l'histoire, riche homme d'affaires découvre un fils artiste secret, et des journalistes avaient commencé à camper devant leur maison. Mais je ne veux pas y aller, cria Ezra un vendredi après-midi alors que Marcus devait venir le chercher pour sa première visite ordonnée par le tribunal. Je veux rester et finir ma peinture. Mon chéri, s'il te plaît, implora Safran en voyant la voiture coûteuse de Marcus se garer dehors. Monsieur Thornton veut juste passer un peu de temps avec toi. Pourquoi? Il ne s'en est jamais soucié avant. Les yeux d'Ezra se remplirent de larmes. C'est parce que mon art est passé dans le journal? C'est pour ça qu'il m'a remarqué? La porte d'entrée s'ouvrit. Ils avaient donné une clé à Marcus dans le cadre de l'arrangement temporaire. Il se tenait maladroitement dans le couloir, entendant chaque mot. Je m'en souciais, dit Marcus calmement, faisant sursauter Safran et Ezra. Je tenais à toi avant même de savoir que tu existais. Ça n'a aucun sens, dit Ezra, son âme d'artiste exigeant la vérité. Maman, qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Les yeux de Safran et Marcus se rencontrèrent au-dessus de la tête de leur fils. Ce n'était pas ainsi qu'ils avaient prévu de le lui dire, mais le moment s'était imposé de lui-même. Assieds-toi, mon cœur, dit doucement Safran. Il y a quelque chose que nous devons te dire. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Ezra recula loin d'eux. Non, je ne veux pas savoir. Tout était parfait avant qu'il arrive. On était heureux. Il courut vers son atelier, claquant la porte derrière lui. Par la fenêtre, ils purent le voir attaquer une toile avec des coups de pinceau noir rageur, recouvrant l'un de ces dragons lumineux de ténèbres. C'est exactement ce dont j'avais peur, murmura Safran, les larmes coulant sur son visage. Il souffre, Marcus. Notre bataille juridique le détruit. Alors arrêtons tout, répondit Marcus, la voix rauque. Trouvons un autre moyen. Mais ce n'était pas si simple. Les tribunaux avaient leur procédure,
les avocats leur stratégie, garde partagée contre garde exclusive, calendrier de visite, arrangement pour les vacances. Chaque détail de la vie d'Ezra devint un point de discorde débattu par des étrangers en costume d'affaires. La professeure d'art d'Ezra appela un après-midi, inquiète. Son travail a changé radicalement, expliqua-t-elle à Safran. La lumière avec laquelle il peignait. Elle a disparu. Tout n'est plus qu'ombre maintenant. Cette nuit-là, Safran trouva Ezra assis dans son atelier, fixant son mur de peinture. Elles n'ont plus aucun sens, dit-il sans se retourner. Les dragons, ils étaient censés protéger les gens, mais ils ne peuvent même pas se protéger eux-mêmes. Le lendemain, elle appela Marcus. Il faut qu'on se voie. Pas d'avocat, pas de tribunal, juste nous. Ils se rencontrèrent dans un café calme, loin de leurs maisons respectives. Safran apporta les dernières peintures d'Ezra, des œuvres sombres et conflictuelles qui leur brisèrent le cœur à tous les deux. « Regarde ce que nous lui faisons, dit-elle doucement. Il a 9 ans, Marcus, 9 ans, et il apprend déjà que l'amour s'accompagne de conditions, de tribunaux et de contrats. » Marcus fixa les peintures, voyant la douleur de son fils exprimée dans chaque coup de pinceau colérique. « Je voulais juste être son père, murmura-t-il. Comment cela a-t-il pu devenir ça? Parce que nous avons tous les deux tellement peur de le perdre que nous oublions de voir ce que nous lui faisons subir. Safran sortit une autre peinture, le dernier autoportrait d'Ezra. Sur la toile, il se tenait entre deux ombres semblables à des dragons, ni clairs ni sombres, pris dans une lutte acharnée et sans fin. Nous devons arrêter, dit finalement Marcus. Tout ça. Les tribunaux, la bataille pour la garde. Nous devons trouver un autre moyen. Mais comment? La procédure est déjà lancée, les avocats. Oublie les avocats, l'interrompit Marcus. Il ne s'agit plus de droits légaux, il s'agit de notre fils. Notre fils qui croit au dragon et peint avec la lumière. Ou qui le faisait, avant qu'on ne commence à déchirer son monde. Comme pour souligner son propos, le téléphone de Safran vibra avec un SMS de la grand-mère d'Ezra, il pleure encore dans son atelier, il dit qu'il ne veut plus peindre. Ils se regardèrent, des années de blessures et de méfiance en guerre avec leur amour partagé pour leur enfant. D'accord, dit enfin Safran. D'accord. Plus de tribunaux, plus d'avocats. On règle ça nous-mêmes, pour le bien d'Ezra. Pour Ezra, acquiesça Marcus. Et pour la première fois depuis le début de cette bataille, ils étaient véritablement unis dans leur but. Aucun d'eux ne pouvait savoir alors que ce moment de trêve mènerait à quelque chose d'encore plus difficile, apprendre à être parents ensemble, à mettre de côté leur passé pour l'avenir de leur fils. Mais alors qu'ils étaient assis dans ce café calme, entourés par les preuves de la douleur de leur enfant, ils firent leur choix. Les dragons dans l'art d'Ezra étaient peut-être voilés d'ombre maintenant, mais peut-être que s'ils apprenaient à travailler ensemble, ils pourraient l'aider à retrouver sa lumière. Chapitre 8, Compréhension. Le cabinet de la psychologue pour enfants était peint dans des tons apaisants de bleu et de vert, avec des meubles confortables adaptés aux adultes comme aux enfants. Le docteur Sarah Chen étudiait les œuvres devant elle, une série de peintures d'Ezra de ces derniers mois, arrangées chronologiquement. La progression était frappante, passant de dragons lumineux et protecteurs à des pièces de plus en plus sombres et tourmentées. C'est ce que nous appelons l'expression émotionnelle par l'art, expliqua-t-elle à Marcus et Safran, assis avec raideur aux extrémités opposées du canapé. Ezra traite ses sentiments de la manière qu'il connaît le mieux, à travers ses peintures. Il adorait peindre, murmura Safran en touchant l'une des premières pièces. Maintenant, il entre à peine dans son atelier. Parce que son refuge est devenu associé au conflit, dit doucement le docteur Chen. D'après ce que vous m'avez dit tous les deux, l'atelier d'Ezra était son sanctuaire. Maintenant, c'est là qu'il a commencé à remarquer la tension entre vous, là où il a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Marcus se pencha en avant, le visage marqué par l'inquiétude. Comment répare-t-on cela? Comment l'aidons-nous? D'abord, vous devez comprendre quelque chose de crucial, répondit le docteur Chen en étalant la peinture la plus récente d'Ezra, l'autoportrait le montrant piégé entre deux figures d'ombre. Ezra ne fait pas seulement face à la découverte de son père, il fait face à la peur que tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie soit incertain. Les mots les frappèrent tous les deux de plein fouet. Plus tard cet après-midi-là, ils étaient assis à la cafétéria de l'hôpital, ne touchant ni l'un ni l'autre à leur café. Ils venaient de regarder Ezra rencontrer le docteur Chen seul, voyant à quel point leur fils, d'habitude si vibrant, semblait plus petit, plus éteint. « Je n'ai jamais voulu ça, dit calmement Marcus.
lui causer de la douleur. C'est la dernière chose que j'ai jamais voulu. Je sais. La voix de Saffron était tout aussi douce. Je le vois maintenant. Tu voulais juste être son père, et moi j'essayais juste de le protéger. Marcus croisa son regard à travers la table. Nous avons été tellement concentrés sur ce que nous voulions, sur ce que nous pensions être juste, que nous avons oublié de voir ce que cela lui faisait, conclut Saffron. Et ce dont il a besoin. Leur conversation fut interrompue par l'approche du docteur Chen avec Ezra. Les yeux de leur fils étaient rouges, mais il y avait quelque chose de plus léger dans son attitude. Ezra a quelque chose qu'il aimerait partager avec vous deux, dit le docteur Chen, adressant au garçon un sourire encourageant. Ezra sortit un papier plié de sa poche, le lissant soigneusement sur la table. C'était un nouveau dessin, simple, fait avec les crayons de la cafétéria que le docteur Chen gardait dans son bureau. Dessus, 3 figures se tenaient ensemble, une femme aux longs cheveux noirs, un grand homme en costume, et entre eux, une silhouette plus petite tenant ce qui ressemblait à un pinceau. Le docteur Chen m'a demandé de dessiner mon plus grand vœu, expliqua Ezra, la voix petite mais stable. C'est ça. Mais j'ai peur que ce soit impossible. Pourquoi impossible, mon chéri, demanda Saffron, le cœur serré. Parce que, la lèvre inférieure d'Ezra trembla, parce que les grandes personnes ne peuvent pas réparer ce qui est cassé. Une fois qu'ils cassent quelque chose, ça reste cassé, comme la famille de Joey après que ses parents se sont battus au tribunal. Marcus bougea avant de pouvoir réfléchir, s'agenouillant près de la chaise de son fils. Regarde-moi. Il attendit que ses yeux familiers, ses yeux, rencontrent les siens. Parfois, les adultes font des erreurs, de grosses erreurs, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas essayer de les réparer. Mais vous vous battez à cause de moi, murmura Ezra. Parce que j'existe. Non. Les deux parents parlèrent simultanément. Saffron les rejoignit, créant un petit cercle autour du dessin d'Ezra. Nous nous battons parce que nous t'aimons tellement tous les deux que nous en avons oublié la chose la plus importante, ce dont tu as besoin. Et de quoi as-tu besoin, Ezra? Suggéra doucement le docteur Chen. Ezra regarda son dessin, puis ses deux parents. J'ai besoin. J'ai besoin que les bagarres s'arrêtent. J'ai besoin de pouvoir peindre mes dragons à nouveau, avec de la lumière au lieu des ombres. J'ai besoin, sa voix se brisa, j'ai besoin de vous deux. Mais pas comme ça. La simplicité de ces mots, leur pure vérité, sembla changer quelque chose dans l'atmosphère. Marcus et Saffron se regardèrent au-dessus de la tête de leur fils, se regardèrent vraiment, pour la première fois depuis le début des batailles judiciaires. Alors c'est ce que tu auras, dit fermement Marcus. Plus de tribunaux, plus d'avocats. Nous trouverons un autre moyen, ensemble. Ensemble, ajouta Saffron en touchant la main d'Ezra. Comme une famille, peu importe à quoi cela ressemble. Le docteur Chen sourit avec approbation. C'est un début merveilleux. Mais cela demandera du travail, du vrai travail, de votre part à tous. Ezra a besoin de voir que ses parents peuvent communiquer, peuvent faire passer ses besoins en premier, peuvent construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qui a été brisé. Au cours des semaines suivantes, ils entamèrent le délicat processus de reconstruction. Les avocats furent renvoyés, les requêtes au tribunal retirées. À la place, ils commencèrent des séances de thérapie familiale, apprenant à naviguer dans leur situation unique. La première véritable percée de Marcus survint lors d'une séance d'art-thérapie. Le docteur Chen leur avait demandé à chacun de peindre leur vision de la famille. Ezra regarda avec stupéfaction son père, dans son costume coûteux, retrousser ses manches et tenter de peindre un dragon. C'est affreux. Ria Marcus en regardant sa tentative maladroite. Rien à voir avec ton magnifique travail. Je pourrais t'apprendre, proposa Ezra avec hésitation. Comment mélanger les couleurs et faire la lumière? L'espoir dans la voix de son fils fit enfler le cœur de Marcus. J'adorerais ça. Saffron, travaillant sur sa propre peinture à proximité, sentit les larmes lui piquer les yeux devant cet échange. Pour la première fois, elle pouvait le voir, la possibilité qu'ils s'assemblent tous, non pas de la manière conventionnelle dont elle avait rêvé autrefois, mais selon leur propre motif unique. Ils établirent de nouvelles routines. Marcus venait 3 soirs par semaine, non pas parce qu'un tribunal l'ordonnait, mais parce qu'Ezra le demandait. Ils peignaient ensemble dans l'atelier, père et fils, tandis que Saffron travaillait sur ses projets de graphisme à côté. Parfois, ils dînaient tous ensemble,
apprenant à gérer les silences gênants et construisant quelque chose qui ressemblait à du confort. Un soir, Ezra révéla sa première nouvelle peinture de dragon depuis le début du conflit. La créature n'était ni ombre ni lumière, mais un mélange complexe des deux, ses écailles reflétant toutes les couleurs de l'aube. « C'est différent de tes anciens », observa Saffron. Ezra hocha la tête pensivement. Les anciens servaient à protéger les gens des mauvaises choses. Celui-ci raconte que parfois, les choses peuvent être difficiles et belles en même temps. Comme notre famille. Marcus et Saffron échangèrent des regards, voyant dans l'art de leur fils la sagesse qu'ils avaient eu tant de mal à trouver. Le docteur Shen dit que ça s'appelle grandir, continua Ezra, ajoutant les touches finales à son dragon. Quand on apprend que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être justes. Cette nuit-là, après qu'Ezra fut allé se coucher, Marcus et Saffron s'assirent dans l'atelier, entourés par l'évolution de l'art de leur fils, de la joie simple à la douleur, jusqu'à cette nouvelle compréhension plus profonde. Nous avons failli perdre ça, dit doucement Saffron en désignant la dernière peinture. Son don, son esprit. Nous avons failli l'écraser avec nos disputes. Mais nous ne l'avons pas fait, répondit Marcus. Nous avons appris. Nous apprenons encore. Comme les dragons. Elle sourit légèrement. Passer de la lumière contre l'ombre, à la compréhension que les deux ont leur place. Comme pour souligner ces mots, le soleil couchant inonda les fenêtres de l'atelier, projetant à la fois ombre et lumière sur la nouvelle peinture d'Ezra, donnant l'impression que le dragon bougeait, respirait, vivait dans les deux mondes à la fois. Le chemin était encore long, pavé de nombreuses séances de thérapie et de moments gênants, mais quelque chose de fondamental avait basculé. Ils avaient enfin compris qu'être parent n'était pas une question de victoire ou de défaite, de droit ou de revanche. Il s'agissait de créer un espace où leur enfant pourrait grandir, peindre ses dragons aux couleurs de son choix, croire en l'ombre comme en la lumière et, surtout, croire au pouvoir de l'amour pour réparer ce qui était brisé. Chapitre 9. Le pont. Le centre d'art communautaire bourdonnait d'excitation alors que parents et enfants affluaient pour l'atelier du week-end. Ezra se tenait nerveusement près de son chevalet, observant les autres familles prendre place. C'était la première fois qu'il enseignait aux côtés de sa professeure habituelle, Madame Reynolds, et ses deux parents avaient promis d'être là. Ils viendront tous les deux, n'est-ce pas, demanda-t-il à Saffron pour la troisième fois ce matin-là, triturant son tablier taché de peinture. Oui, mon cœur. Elle ajusta son col avec une aisance habituelle. Ton père vient d'envoyer un message. Il est en train de se garer. Le mot au père avait encore une saveur nouvelle sur sa langue, bien qu'il travaille à cette nouvelle dynamique familiale depuis plusieurs mois déjà. Comme invoqué par leur conversation, Marcus apparut dans l'embrasure de la porte, légèrement essoufflé. Désolé, je suis presque en retard, dit-il en les rejoignant. La réunion du conseil s'est éternisée, mais je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le visage d'Ezra s'illumina. J'ai gardé des places pour vous deux, l'une à côté de l'autre. Est-ce que ça va? Saffron et Marcus échangèrent un regard, percevant l'espoir dans les yeux de leur fils. Bien sûr que ça va, répondirent-ils presque à l'unisson, avant de partager un petit sourire face à cette synchronicité. Le thème de l'atelier était le portrait de famille en technique mixte. Ezra s'était porté volontaire pour démontrer sa méthode mêlant peinture traditionnelle et éléments numériques, un savoir-faire qu'il avait développé en combinant l'influence de graphiste de sa mère et son propre style artistique. Souvenez-vous, expliqua-t-il au groupe, sa nervosité initiale s'estompant à mesure qu'il se concentrait sur l'art, un portrait de famille n'a pas besoin de ressembler à une photo ordinaire, il peut montrer ce que ressent votre famille. Marcus observait avec fierté Ezra faire sa démonstration, notant que les mains de son fils bougeaient avec cette même confiance précise dont lui-même faisait preuve lors de ses présentations d'affaires. À ses côtés, Saffron prenait discrètement des photos pour le portfolio d'Ezra. Il est incroyable, chuchota Marcus à son oreille. Tu as fait un travail formidable avec lui. Nous faisons tous les deux du bon travail maintenant, répondit-elle doucement. C'est ça qui compte. Tandis que les familles travaillaient sur leurs portraits, Ezra circulait dans la pièce, offrant ses conseils. Il s'arrêta au chevalet de ses parents, curieux de voir leur œuvre. La création de Saffron montrait 3 arbres entrelacés, leurs branches formant une arche naturelle. Marcus avait tenté un portrait plus littéral, mais avait incorporé certains des éléments draconiques caractéristiques d'Ezra en arrière-plan. « Maman, c'est magnifique !» s'exclama Ezra, la façon dont les arbres se soutiennent les uns les autres. « Et papa, tu as retenu tout ce que je t'ai appris sur la texture des écailles. »
La fierté dans sa voix lorsqu'il prononça « papa » fit gonfler le cœur de Marcus. Il avait fallu du temps et de la patience, mais ils avaient finalement atteint ce stade où Ezra pouvait utiliser ce mot naturellement. Après l'atelier, alors qu'ils aidaient à ranger, Madame Reynolds les prit à part. L'exposition d'art pour enfants de Capital City a accepté la dernière série d'Ezra, annonça-t-elle. C'est un immense honneur. Ils acceptent rarement des artistes de moins de 12 ans. Les yeux d'Ezra s'écarquillèrent. Vraiment? Ma série sur les dragons? Les nouveaux? Madame Reynolds opina du chef. Celle sur la famille et la compréhension. Ils ont été très impressionnés. Pourrez-vous venir tous les deux? Ezra regarda ses parents tour à tour. C'est à 3 heures de route, mais je vais libérer mon emploi du temps, déclara Marcus immédiatement. Moi aussi, ajouta Safran. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Plus tard dans la soirée, ils célébrèrent la nouvelle autour d'un dîner dans la pizzeria préférée d'Ezra. Le garçon bavardait avec excitation de ses pièces d'exposition, tandis que ses parents l'écoutaient attentivement, croisant parfois leurs regards empreints d'une fierté partagée. Et mon tout dernier tableau, disait Ezra, montre comment les dragons peuvent travailler ensemble, même s'ils sont de types différents. Comme papa qui est doué pour les affaires et maman pour l'art. Mais vous m'avez tous les deux aidés de façon différente. Safran se pencha pour essuyer une trace de sauce tomate sur son menton, un geste machinal. En parlant d'aide, as-tu fini tes devoirs de maths pour lundi? L'expression d'Ezra devint coupable, ou presque. Je te propose un marché, offrit Marcus. Si tu les finis demain matin, nous pourrons passer l'après-midi à travailler sur tes pièces pour l'exposition. Marché conclu? Marché conclu. Rayonna Ezra. On pourra utiliser les nouvelles peintures métallisées que tu m'as offertes? Alors qu'ils marchaient vers leur voiture après le repas, Ezra courant devant pour observer un artiste de rue, Safran effleura le bras de Marcus. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour ta patience. Pour avoir appris à travailler avec moi au lieu de contre moi. Pour l'aimer suffisamment pour bien faire les choses. Marcus regarda leur fils, qui expliquait maintenant une technique artistique aux musiciens de rue amusés. Merci à toi de m'avoir donné la chance d'essayer. Les semaines suivantes s'installèrent dans un rythme confortable. Marcus venait 3 ou 4 fois par semaine, parfois pour le dîner, parfois juste pour aider aux devoirs ou aux projets artistiques. Ils assistèrent ensemble aux réunions parents-professeurs, s'assirent côte à côte au spectacle scolaire d'Ezra, et apprirent progressivement à naviguer dans la coparentalité sans la tension qui avait marqué leur première tentative. Un samedi matin, alors qu'Ezra travaillait sur ses pièces d'exposition, il appela ses 2 parents dans son studio. « Je veux vous montrer quelque chose », dit-il en dévoilant sa dernière toile. Elle s'appelle « Bâtir des ponts ». La toile représentait 2 falaises distantes reliées par un pont fait de dragons, chaque créature s'unissant à la suivante pour créer un chemin à travers le vide. Les dragons étaient peints à la fois dans la lumière et dans l'ombre, mais là où ils se touchaient, leurs écailles créaient de magnifiques motifs aux couleurs fusionnées. « Regardez », expliqua Ezra en pointant différents éléments. Ce dragon ici représente papa. Vous voyez comme il est fort et protecteur? Et celui-ci, c'est maman. Regardez comme il crée de belles choses avec sa queue. Et ce petit au milieu, c'est moi. Je suis la clé de voûte. La quoi? Demanda Marcus. La clé de voûte, répéta Ezra. On a appris ça en science. C'est la pierre au milieu d'une arche qui tient tout ensemble. Sans elle, le pont s'effondrerait. Mais aussi, ajouta-t-il pensivement, sans les autres pierres pour la soutenir, la clé de voûte n'aurait nulle part où reposer. Safran et Marcus restèrent sans voix, émus par la profonde compréhension qu'avait leur fils de leur dynamique familiale. Vous pensez que c'est assez bien pour l'exposition? Demanda Ezra avec anxiété. C'est parfait, l'assura Safran, la voix chargée d'émotion. Plus que parfait, approuva Marcus. C'est la vérité. Ce soir-là, après qu'Ezra fut allé se coucher, ses parents restèrent assis dans le studio, contemplant la peinture à la douce lumière de la lampe. Ils nous voient si clairement, dit Safran. Nous tous, exactement tels que nous sommes, et ils nous aiment quand même. Peut-être même à cause de ça, ajouta Marcus avec un léger sourire. Ils restèrent assis dans un silence confortable, ce genre de silence qui avait progressivement remplacé leurs mots de colère et leurs menaces juridiques. Le pont dans la peinture d'Ezra semblait luire doucement, témoignage de leur parcours d'adversaires à partenaires dans l'éducation de leur fils extraordinaire. On est vraiment en train de le faire,
dit doucement Safran. Construire quelque chose de nouveau, un dragon à la fois. Un dragon à la fois, acquiesça Marcus, et ils partagèrent un sourire en utilisant la métaphore de leur fils. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Dans sa chambre, Ezra dormait paisiblement, entouré de son art, rassuré par la certitude que son pont était solide et se renforçait chaque jour. Les dragons de son imagination avaient évolué, passant de simples protecteurs à des êtres complexes, capables de tisser des liens, tout comme ses parents avaient évolué d'antagonistes à alliés, liés par leur amour pour leur enfant et leur respect grandissant l'un pour l'autre. Ils bâtissaient leur pont, pierre par pierre, dragon par dragon, jour après jour. Et en son centre, leur magnifique garçon continuait de briller, la clé de voûte qui rendait tout le reste possible. Chapitre 10. La tempête. Le domaine de la famille Thornton s'étendait sur 2 hectares parfaitement entretenus, son architecture géorgienne témoignant d'une fortune ancienne et de traditions plus vieilles encore. Marcus se tenait dans le bureau de son père, là où des générations d'hommes Thornton avaient pris des décisions façonnant à la fois la famille et la fortune. La lumière du soir filtrait à travers les vitraux, projetant de longues ombres sur le tapis persan. C'est inacceptable. La voix d'Edward Thornton fendit le silence comme une lame d'acier. Un enfant illégitime, et maintenant tu joues à la famille heureuse avec sa mère? Ne l'appelle pas comme ça. La voix de Marcus était basse mais ferme. Ezra est mon fils. Un fils né de quoi? D'une nuit avec une femme qui avait besoin d'argent pour les frais médicaux de sa mère? Le visage d'Edward rougissait. Ne t'est-il jamais venu à l'esprit que cela pouvait être son plan depuis le début? Tu ne connais pas Safran, rétorqua Marcus. Tu n'as jamais rencontré ni elle ni Ezra. Et je n'en ai pas l'intention. Edward se déplaça derrière son imposant bureau en acajou, une position qu'il avait toujours utilisée pour asseoir son autorité. La réunion du conseil est la semaine prochaine. Nous annonçons la fusion avec Hamilton Industries. Ta position de PDG des sociétés combinées est garantie, à condition qu'il n'y ait aucune complication. La menace implicite pesait lourdement dans l'air. Que dis-tu exactement, père? Je dis qu'Hamilton Industries est une entreprise familiale conservatrice. Il ne verrait pas d'un bon œil un PDG traînant un scandale, surtout pas un scandale impliquant un enfant illégitime et sa mère chasseuse de dot. Les mains de Marcus se serrèrent en poing. Ezra a 9 ans. Il est talentueux, gentil et sensible. Il est aussi ton petit-fils. Non. La voix d'Edward était glaciale. Aucun petit-fils à moi ne vient avec ce genre de bagage. Tu as un choix à faire, Marcus, ton héritage, ta position, ton avenir. Ou cet arrangement que tu as créé avec ces gens. À l'autre bout de la ville, ignorant la tempête qui se préparait, Ezra montrait à Safran sa dernière œuvre dans leur studio. La peinture montrait un dragon apprenant à son petit à voler, le ciel autour d'eux vibrant de possibilités. Tu vois, maman? Le bébé dragon a peur au début, mais le parent dragon croit en lui. Ezra pointa les détails subtils qu'il avait inclus. Tout comme papa croit en moi, même quand je rate la perspective dans mes dessins. Le cœur de Safran se gonfla en entendant avec quel naturel Ezra utilisait désormais le mot au papa. Leur patiente construction de ponts au cours des derniers mois avait créé quelque chose de précieux. Une famille qui ne ressemblait peut-être pas à la tradition, mais qui était remplie d'amour et de compréhension. Son téléphone vibra. Un message de Marcus. Besoin de parler. Important. Je peux passer? Lorsque Marcus arriva 1 heure plus tard, après qu'Ezra fut allé se coucher, Safran sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ses traits étaient tirés, son assurance habituelle remplacée par une tension qu'elle n'avait pas vue depuis leur première bataille juridique. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle en le menant vers la cuisine où ils avaient partagé tant de repas de famille récemment. Marcus s'affaissa sur une chaise, paraissant inhabituellement vulnérable dans son costume coûteux. Mon père a découvert pour Ezra, pour tout. Et il menace de me déshériter si je ne. Il ne put finir sa phrase. Le sang de Safran se glaça. Si tu ne coupes pas les ponts avec nous deux? Les mots semblaient lui causer une douleur physique. L'entreprise familiale fusionne avec Hamilton Industries. Je suis censé devenir PDG de la nouvelle corporation, mais mon père dit qu'ils n'accepteront pas un PDG avec un enfant illégitime. Je vois. La voix de Safran était soigneusement neutre. Et que lui as-tu dit? Je suis parti. Marcus passa une main dans ses cheveux.
Mais ce n'est pas seulement une question d'héritage ou de poste de PDG. La Fondation Thornton finance des dizaines d'initiatives caritatives, y compris des programmes artistiques et des écoles comme celle d'Ezra. Mon père menace de tout couper. Il ferait du mal à des enfants innocents pour punir son propre petit-fils. Tu ne connais pas mon père. La réputation de la famille est tout pour lui. Il voit Ezra comme une menace pour cette réputation. Safran se leva pour aller vers la fenêtre du studio qui donnait sur leur petit jardin. Au clair de lune, elle pouvait voir le vélo d'Ezra appuyé contre la clôture, ses fournitures d'art éparpillées sur la table du patio où ils avaient peint cet après-midi-là. « Tu te souviens quand nous avons commencé la bataille pour la garde ?» demanda-t-elle doucement. J'avais tellement peur qu'Ezra soit blessé par un scandale, par des murmures sur ses origines. Et maintenant, nous y voilà. La chose même que je craignais, venant de ta propre famille. Safran. Marcus vint se placer à ses côtés. Je ne l'abandonnerai pas, pas pour tout l'or du monde. Mais j'ai besoin de temps pour trouver une solution, pour protéger le travail de la fondation tout en faisant partie de la vie d'Ezra. Un bruit venant du couloir les fit se retourner tous les deux. Ezra se tenait dans l'embrasure de la porte, son pyjama froissé, le visage pâle dans la pénombre. Tu pars. Sa voix était fluette, plus jeune que ses 9 ans. Parce que ta famille ne veut pas de moi. Ezra? Safran s'avança, mais Marcus fut plus rapide. Il s'agenouilla devant son fils, prenant les mains tremblantes du garçon dans les siennes. Jamais. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les dragons? Ezra renifla. Qu'ils protègent ceux qu'ils aiment. Exactement. Et je t'aime, fils. Aucune somme d'argent ni aucun pouvoir ne pourrait changer cela. Mais je t'ai entendu parler de réputation et de scandale. L'âme d'artiste d'Ezra l'avait toujours rendu perspicace au-delà de son âge. C'est moi le scandale, n'est-ce pas? Parce que toi et maman n'étiez pas mariés. Parce que c'était juste une nuit. Écoute-moi. La voix de Marcus était féroce d'émotion. Tu n'es pas un scandale. Tu es un miracle, la meilleure chose que je ne savais pas vouloir jusqu'à ce que je te trouve. Et si ma famille ne peut pas voir ça, alors ce n'est pas la famille dont je veux faire partie. Et ton entreprise, demanda Ezra. Et la fondation qui aide les enfants à apprendre l'art? Marcus leva les yeux vers Safran, puis regarda à nouveau leur fils. Parfois, protéger ce qu'on aime signifie faire des choix difficiles. Mais je te promets ceci, quoi qu'il arrive avec l'entreprise ou la fondation, je serai toujours ton père. Toujours. Plus tard cette nuit-là, après avoir calmé Ezra et l'avoir recouché, Marcus et Safran s'assirent dans le studio, entourés par l'art de leur fils. Les dragons sur le mur semblaient les observer, témoins d'un nouveau tournant dans leur histoire familiale non conventionnelle. Tu sais ce que tu as à faire, dit doucement Safran. Marcus hocha la tête, l'expression résolue. Je démissionnerai demain, avant la réunion du conseil. Je lancerai ma propre entreprise, s'il le faut. Ça risque de devenir laid. Les médias. Laisse-les parler. Marcus prit l'un des croquis récents d'Ezra, un dessin simple de leur routine du brunch dominical, tous les trois riant autour de la table de la cuisine. Ceci vaut plus que n'importe quelle fusion d'entreprise. Il aura besoin que tu sois fort, prévint Safran, quand les histoires sortiront, quand les gens à l'école commenceront à parler. Nous serons forts ensemble. Marcus la regarda intensément. Tous les trois. C'est ça que signifie la famille, non? Se tenir ensemble face à la tempête. Safran effleura le croquis. Comme des dragons. Comme des dragons, approuva Marcus. Et à cet instant, la métaphore artistique de leur fils sembla parfaitement appropriée. Ils construisaient quelque chose de puissant et de protecteur, quelque chose capable de traverser n'importe quelle tempête, même s'il fallait affronter toute la puissance de la fortune des Thornton. Comme sur un signal, le téléphone de Marcus vibra, un message de son père. Le conseil se réunit à 9 heures. Fais le bon choix. Marcus éteignit son téléphone sans répondre. Son choix était déjà fait, il l'avait été au moment où il avait vu son propre sourire sur le visage d'un garçon de 9 ans lors d'une exposition d'art scolaire. Demain apporterait son lot de batailles, de lettres de démission et de communiqués de presse, de ruptures familiales et de réorganisation financière. Mais ce soir, dans ce studio paisible rempli de dragons et de rêves, Marcus savait avec une certitude absolue qu'il protégeait enfin, véritablement, ce qui comptait le plus. Chapitre 11. Le sacrifice.
Le soleil matinal s'infiltrait par les fenêtres du studio, trouvant Marcus toujours assis au milieu des œuvres d'Ezra. Il avait passé la nuit là, après que Saffron eut insisté pour qu'il reste, connaissant le poids de ce qui l'attendait. Son téléphone, silencieux depuis qu'il l'avait éteint, reposait tel un accusateur sur la table, à côté d'un croquis. Lorsqu'il le ralluma enfin, l'écran explosa de notifications. 27 appels manqués de son père, 15 des membres du conseil et des dizaines de messages exigeant sa présence à la réunion de 9 heures. Il était 7h30. L'odeur du café l'attira vers la cuisine, où il trouva Saffron déjà habillé pour la journée, ses cheveux relevés dans son chignon flou caractéristique. Elle lui tendit une tasse fumante sans un mot. « Ezra dort encore ?» demanda-t-elle doucement. Il s'est couché tard, inquiet. « Je sais. » La voix de Marcus était rauque après cette nuit blanche. « Je l'ai entendu faire les 100 pas dans sa chambre. »« Tu es prêt pour ça ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Victoria Hamilton, matriarche de Hamilton Industries et la plus proche alliée de son père dans la fusion. « Madame Hamilton », répondit-il en sortant sur le petit balcon. « Marcus, mon cher. » Sa voix dégoulinait d'une douceur artificielle. « Votre père me dit que vous rencontrez quelques difficultés familiales. C'est une façon de le dire. Écoutez-moi attentivement, poursuivit-elle. Je vous connais depuis que vous êtes en couche-culotte. Je vous ai vu devenir un homme d'affaires brillant. Ne gâchez pas tout pour une indiscrétion. » La prise de Marcus sur le téléphone se resserra. « Mon fils n'est pas une indiscrétion. »« Bien sûr que non, mon cher. Mais il y a sûrement des moyens de gérer cela discrètement. Mettez en place un fonds fiduciaire, assurez l'éducation du garçon, mais gardez une distance appropriée. C'est ce qui se fait dans ces situations. » À travers les portes vitrées, Marcus vit Ezra émerger de sa chambre, les yeux encore pleins de sommeil et vulnérables dans son t-shirt d'artiste trop grand, un cadeau d'anniversaire pour Marcus quelques mois plus tôt. Le regard du garçon trouva son père sur le balcon, et un petit sourire éclaira son visage. « Je vous présente mes excuses, Madame Hamilton, mais je vais devoir vous rappeler. Je dois prendre le petit déjeuner avec mon fils. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. L'heure suivante passa dans une bulle de normalité domestique. Ezra insista pour préparer sa spécialité, des toasts légèrement brûlés avec trop de beurre, tandis que Saffron préparait son déjeuner pour l'école. Marcus s'assit à leur petite table de cuisine, sa veste de costume drapée sur une chaise couverte d'éclaboussures de peinture, et s'émerveilla de voir à quel point tout cela semblait juste comparé à la grandeur froide du domaine Thornton. À 8h30, Saffron partit conduire Ezra à l'école. Le garçon serra férocement Marcus dans ses bras avant de partir. « Papa » chuchota Théil. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fier que tu sois mon père. » Marcus dut déglutir difficilement avant de pouvoir répondre. « Je suis encore plus fier d'être ton papa. » Une fois parti, il enfila la chemise de rechange qu'il gardait chez Saffron pour leur dîner en famille, ajusta sa cravate et se dirigea vers la tour Thornton. Le trajet familier semblait différent maintenant, comme s'il voyait tout à travers un regard nouveau. La salle du conseil était bondée lorsqu'il arriva à 8h55. Son père était assis en bout de table, flanqué de Victoria Hamilton et des autres membres du conseil. La tension dans la pièce était à couper au couteau. « Marcus. » La voix d'Édouard était soigneusement contrôlée. « Je suppose que tu as retrouvé la raison. » Au lieu de prendre sa place habituelle à la droite de son père, Marcus resta debout. Il posa un dossier sur la table, sa lettre de démission tapée et imprimée aux petites heures du matin. « J'ai retrouvé la raison, dit-il clairement. C'est pourquoi je suis ici pour démissionner de mon poste de PDG de Thornton Industries. » La salle éclata en un chaos indescriptible. Les membres du conseil hurlaient des questions. Victoria Hamilton avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'acide, et le visage d'Edward Thornton virait à une nuance alarmante de pourpre. « Imbécile. » Edward frappa du poing sur la table. « Tu jetterais par la fenêtre des générations de travail, des millions en actifs, pourquoi? Un enfant bâtard et sa mère chercheuse d'or ?» Le mot bâtard résonna dans le silence soudain. Marcus sentit un étrange calme descendre sur lui. « Cet enfant bâtard est votre petit-fils, dit-il calmement. Il a 9 ans. Il aime les dragons et l'art, et il fait les pires toasts que vous ayez jamais goûtés. Il a les yeux de votre mère, les mêmes que j'ai. Et sa mère? Elle l'a élevé seule pendant 9 ans, sans jamais demander un centime,
bâtissant sa propre carrière à succès tout en lui donnant tout ce dont il avait besoin. Elle vaut 2 fois le parent que vous n'avez jamais été. Comment oses-tu? Non, comment osez-vous? La voix de Marcus s'éleva légèrement. Vous m'avez appris que le nom Thornton signifie quelque chose, qu'il représente l'intégrité, le fait de faire ce qui est juste, peu importe le coût. Eh bien, c'est moi, faisant honneur à ce nom. Il ouvrit le dossier et commença à distribuer les copies de sa démission. Avec effet immédiat, je quitte mes fonctions de PDG. Je liquide également mes parts personnelles dans l'entreprise, environ 15% des avoirs totaux, je crois. Je vous suggère d'annoncer cela comme une décision mutuelle de poursuivre d'autres opportunités. Cela passera mieux pour la fusion. Victoria Hamilton se reprit la première. Sans l'héritier Thornton à la barre, les termes de la fusion devront être complètement renégociés. Alors renégociés. Marcus ajusta sa cravate. J'ai des choses plus importantes à gérer. Mon fils a une exposition d'art la semaine prochaine. Il se tourna pour partir, mais la voix de son père l'arrêta. Si tu franchis cette porte, avertit Édouard, tu te coupes de tout. La fortune familiale, ton fonds fiduciaire, tout. Marcus sourit tristement. Non, père. C'est toi qui te coupes de tout ce qui compte vraiment. La descente en ascenseur depuis le 50e étage lui laissa le temps d'envoyer un message à Safran. C'est fait. Sa réponse arriva instantanément. Rentre à la maison. La maison. Non pas son pantouse de luxe ou le domaine Thornton, mais un appartement modeste rempli de fournitures d'art, d'amour et du son du rire de son fils. Lorsqu'il atteignit sa voiture, son adresse e-mail professionnelle avait été désactivée et la sécurité changeait déjà les codes de son bureau. Il conduisit directement à son pantouse, emballa quelques affaires essentielles et appela son avocat personnel. Martin, j'ai besoin que tu lances la paperasse. Je liquide tout sauf mes économies personnelles. Et j'ai besoin que tu crées une nouvelle société, quelque chose de petit, de gérable. J'ai quelques idées dont je veux discuter. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions juridiques, de spéculations de la presse et de restructuration financière. Marcus emménagea dans un modeste appartement de 2 chambres près de l'école d'Ezra, utilisant ses économies personnelles substantielles, mais rien comparé à la fortune Thornton pour repartir à zéro. Les médias s'en donnèrent à cœur joie. L'héritier Thornton abandonne la fortune familiale pour un enfant caché. Mais pour chaque titre sensationnaliste, il y avait un moment qui confirmait qu'il avait fait le bon choix. Ezra lui montrant fièrement une nouvelle œuvre, des dîners de famille remplis de rires, des soirées tranquilles à aider aux devoirs. Un mois après sa démission, Marcus était assis dans son nouveau bureau, un espace industriel reconverti avec d'immenses fenêtres et des murs de briques apparentes. Sur son bureau trônait le dernier dessin d'Ezra, 3 dragons s'élevant ensemble dans un ciel brillant, le plus petit apprenant à voler, soutenu par les 2 plus grands. Son téléphone vibra d'un message de Safran, dîner à 7 heures, Ezra prépare ses fameux toasts. Marcus sourit, contemplant sa nouvelle réalité. Sa nouvelle entreprise était petite, mais en croissance, axée sur le soutien à l'éducation artistique et le développement communautaire. Il avait assez pour vivre confortablement, sinon avec extravagance. On frappa à la porte de son bureau, Martin, son avocat, entra avec une épaisse enveloppe. Les papiers finaux de Thornton Industries, dit Martin. Une fois signés, c'est officiel. Vous êtes complètement coupé des avoirs familiaux. Marcus signa sans hésitation, puis vérifia sa montre. Désolé de te mettre dehors, Martin, mais j'ai un dîner prévu avec mon fils. Il fait des toasts terribles, mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. Alors qu'il rentrait chez lui vers l'art d'Ezra, la force tranquille de Safran et la vie qu'ils bâtissaient ensemble, Marcus se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait sacrifié une fortune, mais gagné quelque chose de bien plus précieux, la chance d'être le père que son fils méritait. Les gros titres s'effaceraient, les ragots s'éteindraient, et ce qui resterait serait l'essentiel, 3 dragons apprenant à voler ensemble, se soutenant mutuellement à travers toutes les tempêtes à venir. Ce soir-là, autour de toasts légèrement brûlés et de chocolat chaud, Ezra demanda, « Papa, est-ce que ça te manque d'être riche ?» Marcus regarda son fils, puis Safran, qui essayait de ne pas rire de l'état de sa cuisine après les efforts culinaires d'Ezra. « En fait, dit-il, je ne me suis jamais senti aussi riche qu'en ce moment. » Et alors qu'ils étaient assis là, planifiant la prochaine exposition d'Ezra et discutant des nouvelles entreprises de Marcus, il sut que certains sacrifices n'en étaient pas vraiment, c'étaient des investissements dans ce qui comptait vraiment, l'amour,
la famille et le courage de protéger les deux à tout prix. Chapitre 12. L'union. Ezra était assis seul dans son studio le matin du mariage, des larmes coulant silencieusement sur sa toile. À 10 ans, il comprenait mieux que la plupart des enfants de son âge le poids du sacrifice, le pouvoir de l'amour et le vrai sens de la richesse. Ses doigts tremblaient alors qu'il ajoutait le dernier coup de pinceau à son cadeau de mariage, le cœur si plein qu'il en avait mal. « Ezra » La voix douce de sa mère s'éleva depuis l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» Il se retourna, et le souffle de Safran se coupa dans sa gorge. Son fils, leur fils, était assis là, entouré de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble, des murs couverts de dragons témoins de leur voyage, la lumière du matin inondant ces fenêtres qui avaient vu tant de larmes et de triomphe. Mais ce fut l'expression dans ses yeux qui serra son cœur, une joie, une douleur et une sagesse bien au-delà de ses années. « Je leur ai écrit une lettre, » chuchota-t-il en tenant une page tachée de larmes. « Pour la cérémonie. Mais je ne peux pas la lire sans pleurer. » Safran s'agenouilla près de lui, sa robe de mariée couleur crème s'étalant autour d'elle comme une gelée blanche matinale. « Alors pleure, mon brave garçon. Certains mots sont faits pour être prononcés à travers les larmes. » 6 mois s'étaient écoulés depuis que Marcus avait renoncé à sa fortune, choisissant leur amour plutôt qu'un empire. 6 mois à construire quelque chose de rare et précieux sur les cendres du sacrifice. Ils avaient décidé de se marier rapidement, non par nécessité, mais parce que, comme Ezra l'avait dit avec sa sagesse saisissante, quand on trouve son vrai trésor, pourquoi attendre pour le réclamer? Le studio avait été transformé. Des lanternes en papier se balançaient doucement dans la brise matinale, leur lumière douce comme des promesses chuchotées. Les dragons d'Ezra observaient depuis chaque mur, non plus de simples peintures, mais les gardiens de leur histoire d'amour insolite. Un sanglot discret venant de la porte les fit se retourner. Marcus se tenait là, une main pressée contre sa bouche, des larmes ruisselant sans honte sur son visage. Dans l'autre main, il serrait une petite boîte en bois sculptée de dragons à un design d'Ezra, bien que celui-ci ne le sût pas encore. « Papa !» Ezra se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Marcus s'agenouilla, attirant son fils contre lui, puis tendant la main vers Safran jusqu'à ce qu'ils soient tous enlacés, leurs larmes se mêlant. « Rien ne va mal, parvint-il à dire. Tout est enfin, parfaitement juste. La pièce valait des millions, expliqua doucement Marcus. Mais ces alliances valent tout, parce qu'elles ne représentent pas ce que j'avais, mais ce que j'ai choisi. Ezra se recula, courant vers son chevalet. Comme dans ma peinture, dit-il en la tournant vers eux. La toile leur coupa le souffle. 3 dragons s'élançaient dans un ciel qui semblait vibrer de possibilités. Le plus grand avait abandonné ses écailles dorées, qui s'étaient transformées en ailes pour les autres, et pourtant il volait plus haut que jamais, porté par quelque chose de bien plus précieux que l'or. Autour d'eux, le ciel n'était pas simplement peint, il était vivant d'émotions, chaque coup de pinceau portant le poids de leur voyage, chaque couleur étant une note de leur chant d'amour. « Oh, Ezra » chuchota Safran, de nouvelles larmes coulant. « Mon magnifique garçon !» Alors que leur petit groupe d'invités chéris se rassemblait, le studio s'emplissait d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur, de cœurs pleins à craquer, d'un amour assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Quand vint le moment de la cérémonie, Ezra se tint devant eux tous, sa lettre tremblant dans ses mains. Sa voix se brisa alors qu'il commençait à lire. « Chère maman et papa. Il était une fois un petit garçon solitaire qui dessinait des dragons parce qu'ils étaient assez forts pour se protéger du mal. Il avait une mère qu'il aimait plus que la vie, qui travaillait si dur pour tout lui donner. Mais quelque chose manquait, et il remplissait cet espace vide avec des couleurs, des ailes et des rêves. Puis un jour, un homme a vu l'un de ces dragons, et à cet instant, un miracle a commencé. Pas le genre qui arrive dans les contes de fées avec des baguettes magiques et des réponses faciles. Le vrai genre. Celui qui coûte tout mais qui donne encore plus en retour. Papa, tu n'as pas juste abandonné une fortune pour nous. Tu m'as appris à quoi ressemble un vrai trésor. Ça ressemble à des toasts brûlés le dimanche matin, à des taches de peinture sur des costumes chers, parce que tu ne te soucies jamais de l'argent quand je veux te montrer mon article. Ça ressemble aux larmes dans tes yeux quand tu me regardes voler. Maman, tu ne m'as pas juste élevé seul pendant 9 ans. Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'or pour être riche. Il a besoin de courage, de patience, et de la force de rester debout seul jusqu'à ce que la bonne personne choisisse de rester debout avec toi. Aujourd'hui, alors que vous vous mariez, je veux que vous sachiez que chaque dragon que j'ai jamais dessiné parlait en réalité de ce moment.
de 3 cœurs apprenant à voler ensemble, d'un amour assez fort pour nous porter tous les 3. Alors prenez ces alliances, mais souvenez-vous, elles ne sont pas vraiment faites d'or. Elles sont faites de chaque sacrifice, de chaque larme, de chaque moment où l'un de nous a choisi l'amour plutôt que la peur. Elles sont faites de nous, et cela en fait les choses les plus précieuses au monde. Il n'y avait pas un œil sec dans le studio. Saffron et Marcus se tenaient enlacés, pleurant librement. Lorsqu'ils échangèrent les anneaux transformés, leurs mains tremblaient tant qu'ils y parvinrent à peine. Par le pouvoir de l'amour qui surmonte tous les obstacles, dit l'officiante, la voix chargée d'émotion, je vous déclare maintenant mari et femme. Leur baiser avait le goût des larmes et du triomphe, des fins et des commencements, d'un amour assez fort pour transformer le monde. Durant la réception, Ezra travailla tranquillement sur une nouvelle peinture. Celle-ci montrait un ciel nocturne où les étoiles tombaient comme des larmes dorées, chacune portant un message. Pour l'enfant qui se sent perdu, la famille n'est pas juste le sang, c'est un choix. Pour le parent qui se bat seul, continuez de croire en l'amour. Pour le cœur lourd de richesse mais vide de joie, la vraie richesse a des ailes. Pour tous ceux qui lisent notre histoire, la plus grande fortune est le courage d'aimer sans compter le coût. À la tombée de la nuit, tous les 3 se tinrent ensemble devant la fenêtre. En bas, la ville scintillait comme des diamants éparpillés, la tour Thornton se dressant fièrement contre le ciel. Mais ces lumières dorées pâlissaient en comparaison de la richesse contenue dans leur petit studio, dans ses doigts tachés de peinture et ses joues baignées de larmes, dans ces dragons qui avaient appris à voler et ces cœurs qui avaient appris à s'élever. Regardez, chuchota Ezra en pointant l'endroit où le clair de lune touchait sa peinture de mariage. Les dragons pleurent aussi, mais vous voyez comme leurs larmes se changent en étoiles quand elles tombent? Marcus serra sa famille contre lui, la voix rauque d'émotion. C'est parce que certaines larmes ne sont pas tristes du tout. Elles sont juste de l'amour qui déborde, rendant le monde plus beau partout où elles tombent. Et là, dans leur sanctuaire d'art et d'amour, 3 cœurs battaient à l'unisson, prouvant que la plus grande richesse ne se compte pas en dollars ou en centimes, mais dans le courage de choisir l'amour, la force de se sacrifier pour lui, et la sagesse de reconnaître le vrai trésor lorsqu'il apparaît dans des endroits inattendus. En fin de compte, leur histoire n'était pas seulement celle de la conséquence d'une nuit. C'était l'histoire de chaque choix qui avait suivi, de chaque barrière qui était tombée, de chaque moment où l'amour avait triomphé de la peur. C'était l'histoire de 3 dragons apprenant à voler ensemble, leurs ailes rendues fortes par le sacrifice, leur cœur rendu riche par l'amour. Et quelque part, dans des foyers à travers le monde, d'autres cœurs liraient leur histoire et trouveraient le courage de choisir l'amour plutôt que l'or, la vérité plutôt que la commodité, et ce genre de richesse qui ne peut jamais être gardée dans une banque, mais seulement dans des cœurs assez braves pour aimer sans limite. Fin. Pour chaque cœur assez brave pour choisir l'amour, pour chaque parent qui se sacrifie en silence, pour chaque enfant qui rêve de famille, et pour tous ceux qui croient que la vraie richesse a des ailes, votre courage rend le monde plus riche, votre amour le fait s'élever.